Oui, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à un autre Midi Recherche de notre laboratoire de recherche sur les publics de la culture situé à l'UQTR. On est en très bonne compagnie encore une fois aujourd'hui, donc en présence de notre co-directrice aussi, Marie-Claude Lapointe. Bonjour Marie-Claude, et de nos membres réguliers du laboratoire et de nos trois invités aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et à toutes. La rencontre va être animée par notre super coordonnatrice Camille Saint-Georges, qui est inscrite à la maîtrise en lettres à l'UQTR dans le profil littéraire avec Hervé Gué. Camille est cet auteur de cette infolettre qui vous sollicite régulièrement pour venir présenter vos travaux au Midi Recherche dans une formule qui est assez rapide, mais qui nous permet de mieux nous réseauter entre nous et d'élargir notre réseau de collaborateurs et qui sait peut-être augmenter, développer plus avant nos recherches. Alors, simplement pour compléter, pour la présentation de Camille qui va prendre l'animation redoutable comme elle sait le faire à chaque fois. Donc, Camille est boursière à la maîtrise donc, du CRSH et son sujet, pour les curieux et les curieuses, porte sur la figure du créateur et ces résonances mythologiques dans le théâtre de Larry Tremblay et de Carole Fréchette. On a bien hâte de l'entendre une fois venir nous présenter sa recherche qui est en cours. Alors, sans plus tarder, donc, je passe le micro et l'écran à Camille. Merci pour votre présence et bienvenue à nouveau à nos présentatrices. Merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, bienvenue à tous pour cette 8e édition du Midi Recherche. Je remercie nos participantes de se prêter au jeu de cette formule assez rapide. Donc, je vous rappelle la marche à suivre juste pour qu'on soit sur les mêmes bases. Donc, vous aurez au maximum 10 minutes pour faire votre présentation. Chaque présentation va être suivie d'une période de discussion avec les membres qui sont présents dans notre public virtuel. Une discussion qui devrait durer 5 minutes. Je vous demande de respecter les temps demandés. Je vais vous indiquer dans la zone clavardage lorsqu'il va vous rester environ 1 minute à présenter, mais je vais devoir vous interpeller de vive voix au besoin si jamais vous ne voyez pas mon petit message passer. Donc, je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas très long, je m'excuse. Parfait. Donc, vous devriez voir à l'écran le plan de match de la rencontre. Donc, Anne Nadeau de l'Université du Québec à Montréal nous présentera le rapport au spectacle chez la personne enseignante et sa transposition didactique en classe d'art. Irina Kirchberg, quant à elle, de l'Université de Montréal, nous présentera découvrir la médiation de la musique durant sa formation collégiale, frottement entre dressage des corps et sens du travail chez de jeunes instrumentistes. Finalement, Nicole Nolette de l'Université de Waterloo nous présentera la médiation culturelle numérique et le théâtre francophone au Canada. Donc, commençons sans plus tarder. J'invite le public à utiliser la zone clavardage s'ils ont des questions, des remarques ou des commentaires à faire pendant la rencontre. Et on va pouvoir y rebondir par la suite pendant le moment de discussion. Donc, j'invite Anne Nadeau à se préparer à prendre la parole et de mon côté, je vais vous la présenter en attendant. Donc, Anne s'intéresse au rôle de passeur culturel de l'enseignant, à la didactique de l'art dramatique, à la médiation culturelle, à l'accompagnement des publics et au théâtre destiné aux jeunes publics. Récipiendaire du prix Jean-Marie Van der Maren 2020, et je m'excuse si j'ai très mal prononcé ce prix-là, pour la meilleure thèse en recherche qualitative, elle a complété un stage postdoctoral à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et agit actuellement comme professeure invitée à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, où elle entrera en poste en juin 2022 comme professeure régulière. Félicitations. Anne est membre de l'Observatoire des médiations culturelles et du laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Alors, Anne, je te laisse l'écran et la parole. Merci beaucoup. Je vais tout de suite partager avec vous la présentation que j'ai préparée. Voilà. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, en quelques minutes, finalement, c'est les résultats de ma petite recherche dans la grande recherche qui prenait place dans le cadre d'un stage postdoctoral à l'Université de Sherbrooke que j'ai mené donc en 2021, l'année dernière. Vous connaissez peut-être le projet Passeur culturel là, qui a quand même été assez médiatisé, qui a eu lieu, qui est encore en cours à Sherbrooke, un partenariat avec le Centre culturel et l'Université de Sherbrooke.
Mais un deuxième projet est né aussi de celui-là, qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle Partenaire culturel. Donc, en fait, ce projet pilote ajoute un partenaire supplémentaire qui est le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Donc, en travaillant sur le grand projet, ça nous permettait aussi de mettre la loupe sur certaines initiatives donc, qui se passaient à l'intérieur de celui-ci. Fait que moi, je me suis intéressée particulièrement aux enseignantes, je vais le mettre au féminin puisque mes participantes étaient toutes des femmes, aux enseignantes d'art pour voir de quelle façon les spectacles auxquels elles avaient accès pouvaient avoir une influence en salle de classe. Juste pour vous expliquer un peu le contexte du projet partenaire culturel CSSRS, donc Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, c'est un projet qui donne accès à tous les employés du Centre de services scolaires, dont majoritairement des enseignants, à des spectacles qui sont présentés au centre culturel, mais aussi à des activités de médiation culturelle autour de ces spectacles, avec des artistes principalement, et à de la formation. Donc ça, c'est important. Ça a été d'ailleurs mon rôle principal là, de donner et d'assister les autres partenaires qui ont donné de la formation aux enseignants. Donc, 2 fois par année, ils étaient conviés à des formations autour de l'intégration de la culture à l'école. Donc, plus de 1000 personnes inscrites à ce projet là, lors de l'année où j'ai évolué dans le contexte de partenaire culturel CSSRS. Donc, parmi ces inscrits et inscrites, il y avait des enseignantes en art. Donc, je me suis intéressée particulièrement à ces personnes-là. Rappelez d'abord tout ce qui est théorique, on va y aller un petit peu plus rapidement, mais on a une publication donc conjointement avec Martin Lépine, qui était mon directeur de stage postdoctoral, qui dirige donc ces projets de recherche, et aussi Caroline Raymond, qui est professeure ici à l'UQAM en didactique de la danse. Donc, on a publié dans la revue didactique tout ce qui est lié à notre cadre théorique. Mais rappelez qu'enseigner les arts, d'abord, c'est s'intéresser à des disciplines pratiques, donc qui s'apprennent dans l'action en le faisant. Que la pratique personnelle de l'enseignant va beaucoup nourrir son enseignement pour les 3 compétences à enseigner, c'est-à-dire la compétence à créer, à interpréter et à apprécier des œuvres. Et comme toutes les, comme toutes les disciplines scolaires, on va chercher à faire une transposition didactique des savoirs, appelons-les des savoirs savants ou des savoirs issus de la pratique professionnelle, vers les élèves. Donc, mon hypothèse, en fait, c'était que toutes les pratiques artistiques des enseignantes, incluant les pratiques d'appréciation des œuvres, avaient une influence importante sur leur processus de transposition didactique. Donc, particulièrement, leur démarche personnelle d'appréciation de spectacles professionnels. Rappelons-nous que dans le cadre du projet, il n'est pas question nécessairement de sortie scolaire, mais vraiment de la fréquentation personnelle, individuelle des enseignantes et enseignants. Donc, mes questions de recherche, c'est de quelle façon l'expérience de spectateur des enseignantes et enseignants spécialistes en art, comment c'est réinvesti en classe. Puis les sous-questions, c'est comment le rapport au spectacle de chaque personne enseignante influence la transposition didactique en classe. Rappelons-nous, en fait, toutes les études sur le rapport à. On connaît l'étude de Falardeau-Simard sur le rapport à la culture. J'ai beaucoup étudié aussi ce qu'a fait Judith Emery-Bruno sur le rapport à la lecture, pour essayer de définir le rapport au spectacle de mes participantes. Donc, comment ça influence leur type de rapport au spectacle, leur transposition didactique. Puis finalement, comment les enseignantes en art considèrent que le projet pilote constitue une forme de formation continue, mais en allant bien au-delà des journées formelles de formation qui leur sont offertes. Est-ce que la fréquentation en elle-même représente de la formation continue? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai invité, parmi toutes les personnes qui enseignaient les arts et qui ont participé à toutes les journées de formation, j'ai lancé une invitation à prendre part à la recherche. 4 personnes ont répondu. Donc, ces personnes-là ont suivi les 2 formations et ont fait plusieurs sorties culturelles. Donc, en fait, elles avaient fait toutes les sorties gratuites offertes et plusieurs avaient ajouté des sorties à moindre coût, là, donc à leur espèce de passeport de sortie. Ce que j'ai proposé, c'est une recherche-intervention et une étude de cas. Donc, il y avait la formation dans laquelle j'étais impliquée. J'ai rencontré les enseignantes 2 fois et nous avons aussi fait une sortie de groupe au spectacle ensemble, après laquelle on a fait un groupe de discussion. Et après ça, j'ai fait une analyse donc des résultats. C'est ce que je vous présente, c'est l'essentiel de ce que je veux présenter aujourd'hui. Donc, la première question, comment le rapport au spectacle de chaque personne va influencer la transposition didactique en classe? Donc, je vous présente ce tableau de mes 4 participantes pour dire d'abord que j'ai dû me pencher sur leur type de rapport au spectacle
Et après ça, d'établir un lien sur de quelle façon ça leur permettait de transposer en classe ce qu'elles avaient vécu comme expérience. Donc, par exemple, quelqu'un qui va beaucoup aborder la dimension sociale du spectacle, qui va beaucoup parler de l'importance de faire des liens avec le vécu, par exemple, ou d'échanger autour des représentations, d'aller au spectacle avec une amie, de prendre un café, d'en parler. Puis, elle va aborder en classe principalement la dimension culturelle. Donc, le cadre d'analyse pour les dimensions, les portes d'entrée, c'est celui de Caroline Raymond dans sa thèse. Donc, il va parler de 3 portes d'entrée pour la transposition didactique en art, soit la dimension artistique, donc vraiment la discipline, donc liée au contenu, la dimension esthétique, donc qui va être plus proche de l'appréciation, et la dimension culturelle, qui là va interpeller un peu plus l'individu, son bagage culturel. Donc, il y avait une corrélation assez logique entre le rapport au spectacle des enseignantes et la porte d'entrée qu'elles choisissaient pour faire de la transposition didactique. Par exemple, la première enseignante, un rapport au spectacle qui est vraiment épistémique, elle analyse les contenus et elle s'en sert après pour créer des situations d'apprentissage en classe inspirées de ce qu'elle a vu sur scène. Par exemple, elle a été particulièrement touchée par l'utilisation des couleurs dans un spectacle de cirque. Donc, elle va transposer ça en faisant un lien avec un artiste en art visuel. Elle part de cette idée qu'elle a observée dans le spectacle de cirque. Elle réfléchit à un artiste qui l'inspire en art visuel, qui travaille aussi les contrastes de couleurs, et elle invente une nouvelle situation d'apprentissage à partir de ça. Les élèves ne savent pas nécessairement d'où vient son inspiration, que l'inspiration vient d'un spectacle, mais elle sait que ça nourrit sa création didactique. La deuxième question, c'était comment l'expérience de spectateur va être réinvestie en classe. Et que là, on a des grandes catégories qui se dégagent. Donc, la première forme de trace, finalement, que laisse le spectacle, c'est sur la posture de spectateur. Donc, on va modéliser cette posture-là pour nos élèves. Donc là, première citation, enseignante au secondaire, je vais présenter ma vision à moi. Je vais leur montrer, je vais leur expliquer mon rapport à moi, un peu ce que je leur demande dans la compétence 3, d'apprécier. Je vais le faire en début de projet en leur montrant ma perception à moi et ce que je vois dans les œuvres de ces artistes-là. Donc, vraiment, la modélisation. Une autre enseignante au secondaire, je leur dis quand j'aime pas ça aussi. Parce que souvent, on a tendance à penser qu'il faut toujours tout aimer. Mais moi, je leur dis parfois que j'aime pas ça. Donc, ça, c'est ce qui ressortait, la première dimension qui ressortait dans le discours autour de l'effet des œuvres. La deuxième, c'est vraiment voir des spectacles, ça stimule la créativité pédagogique. Donc, Mélanie, qui est au primaire en danse, ça m'amène à penser à mes bases techniques. Ça me fait des pop-up dans ma tête. Par exemple, je les vois utiliser un accessoire sur scène et le soir, j'ai envie d'ouvrir mon cahier, d'intégrer des éléments donc dans sa planification pédagogique. Simone, qui est au primaire aussi, d'année en année, les projets vont vraiment changer parce que je ne serai pas allée voir les mêmes spectacles. Quand j'en parle, je trouve ça tellement nourrissant et motivant que les enfants, ils embarquent et ils ont du plaisir. Ils trippent parce que je trippe. Donc, il y avait plusieurs données qui nous ramenaient à cette dimension-là dans les entretiens qu'on a fait ensemble. Troisièmement, c'était de se former dans sa discipline et dans l'évolution de sa discipline. Donc, voir des spectacles, ça permettrait de rester à l'affût. Je trouve que les arts sont dans l'air du temps. Donc, oui, Camille, je vois ton message. Ensuite, je pense que sans lire les citations, juste arriver à la dernière question, c'était comment le projet les amène à se former. Bien, pour eux, en fait, il y avait des effets directs des spectacles et des ateliers sur leur pratique. Et donc, ça agissait comme formation continue. Elles étaient unanimes là-dessus. Donc, faciliter l'accès permet de prendre des risques dans les choix de spectacles. Plus on en voit, plus on est à l'aise d'essayer des nouvelles choses. On vit des rencontres inspirantes, on échange avec des artistes, avec des collègues aussi, ça a été important. On fait des découvertes, on se ressource. Ça nous donne des idées. Et la formation, ça permet aussi d'échanger, donc ça revient, de découvrir des ressources, de s'inspirer, développer sa sensibilité et celle de ses collègues par rapport au rôle culturel des enseignants. Ils l'ont beaucoup nommé. Ce n'est pas juste pour nous. Il ne faut pas que juste nous, on ait accès au spectacle, mais tous nos collègues qui ne sont pas en art aussi, c'est super important qu'ils aient accès. Donc, en fait, vous dire que la fréquentation du spectacle agit vraiment comme une forme de formation continue.
que des programmes comme celui-là qui favorisent l'accessibilité au spectacle nourrit d'un point de vue artistique, mais aussi pédagogique, nos enseignantes qui sont spécialisées en art. Et la formation et les ateliers de médiation vont amener une occasion d'échange autour des pratiques. Donc, c'est ce qui fait le tour un petit peu de ma présentation. Puis, je l'ai laissé à Camille, la présentation, pour vous dire comme on va vite sur le cadre théorique, que celui-ci est publié si jamais ça vous intéresse de mieux comprendre le rapport A puis ce genre de concept. Merci. Génial, merci beaucoup Anne. Ça va très vite, 10 minutes pour des recherches aussi riches et autant de résultats à présenter, mais ça fait partie du jeu, il faut y aller comme ça. Anne l'a mentionné, mais en effet, les présentations de nos conférencières vont être disponibles sur notre site web dans les jours qui suivent, donc pour les gens qui vont aussi visionner la rencontre sur notre chaîne YouTube, ça va être disponible sur notre site web aussi. Donc, j'invite notre public à utiliser la fonction « Lever la main » s'ils ont des interventions à faire ou de tout simplement écrire leurs questions ou leurs commentaires dans la zone clavardage. Donc, est-ce qu'on aurait des gens qui auraient quelques questions pour Anne? Oui, vas-y, Marie-Claude. Oui, bien, félicitations, Anne, encore une fois, très intéressant comme développement dans tes recherches. Je suis très intéressée par cette question du rapport A, puis j'aimerais que tu reviennes un peu sur, mais vraiment peut-être juste une question d'éclaircissement à la suite, donc tu t'appuies sur les travaux de Caroline Raymond. Et il y avait dans un tableau que tu as présenté, il y avait quelque chose qui présentait ton cadre, on va dire, d'analyse. Tu avais les dimensions artistiques, esthétiques et culturelles reliées à ce qu'elle cherchait, leur rapport à l'œuvre, mais de façon plus générale, tu avais aussi une colonne où tu parlais des postures épistémiques, subjectives, sociales et praxéologiques. Je me demandais si tu empruntes ceci aussi à Caroline Raymond ou si tu es plus proche de travaux, toi-même de ta thèse de doctorat ou d'autres travaux. Je pense à l'équipe de Denis Simard ou voilà. Si tu peux juste élaborer un tout petit peu, s'il te plaît. Oui, excuse-moi, je cherchais une image pour rendre ça plus clair, mais en fait, pour le rapport A, j'ai vraiment travaillé avec les travaux d'Emery Bruno, mais elle-même, elle était dans l'équipe de Denis Simard et Éric Falardeau, donc c'est très proche. Si tu permets, je pense qu'une image qui pourrait vraiment nous aider à comprendre, je vais juste la partager rapidement parce que ça aide quand même à voir ce que ça peut vouloir dire. Oui, exactement. OK, l'articulation des deux modèles, je comprends. Donc, oui, mais même avant ça, de comprendre le rapport A pour voir ce que c'est les 4 dimensions qu'on a retenues, en fait, parce que des fois, il y en a une 5e qui apparaît, mais donc, de réfléchir au rapport qu'on développe avec le spectacle. Donc, pour ça, il faut vraiment analyser l'entrevue pour voir comment la personne parle de son expérience, qu'est-ce qui ressort. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est identifier un pôle dominant, parce que dans tous les entretiens, au fond, les participantes, elles touchent les différents pôles, mais qu'est-ce qui est dominant dans le discours? Bien, il y a un pôle qui se dégage, sauf pour une participante où vraiment c'était hyper équilibré. Puis c'est intéressant parce que ça change aussi sa porte d'entrée dans la transposition didactique. Après ça, Caroline Raymond, elle, dans sa thèse, a vraiment travaillé sur comment ça se passe en classe d'art. Elle, c'était en danse spécifiquement, mais moi, venant de l'art dramatique, je trouvais que c'était vraiment un modèle qui était transférable aux autres disciplines artistiques. Donc, c'était de voir par quel pôle on approche la transposition didactique. Puis assez vite, on voit qu'il y a une corrélation entre les deux modèles. Donc, c'est-à-dire que si on part, les deux qui sont les plus faciles à expliquer, c'est vraiment pour ça que j'ai utilisé ça dans les exemples, c'est l'épistémique puis le social. Parce que si je pense à une enseignante là, qui est vraiment très axée sur la technique, qui s'informe, qui lit, qui va dans des colloques, qui veut voir l'évolution de sa discipline, elle est en art plastique. Pour elle, la porte d'entrée didactique, c'est toujours ça. C'est toujours une technique, un artiste. C'est vraiment le pôle artistique qui était le plus fort, en fait. Merci. Oui. On va repartir, mais je te remercie. Je me demandais comment se faisait la jonction entre ces deux cadres de référence que, dans le fond, tu te trouves à utiliser. Puis, effectivement, on se contactera pour que je prenne mieux connaissance. Tu référais un article de la revue didactique. Si tu as déjà la référence, tu peux peut-être la mettre dans le chat.
allez, ça nous permettrait de la partager. Merci beaucoup, Anne. Très intéressant. Merci. Assez rapidement à aimer parce que le temps passe vite. Merci. En fait, si j'ai bien compris, c'était des spécialistes en art qui ont participé au projet. Est-ce que tu penses éventuellement inviter des enseignants titulaires, par exemple, à faire la même expérience, à l'assister à des spectacles et à demander de quelle façon est-ce que ça peut influencer leur pratique en classe? Est-ce que tu penses que ça peut changer? Parce que notre sensibilité comme artiste, lorsqu'on va voir un spectacle, est possiblement différente ou plus grande, puis ça peut nous amener une certaine facilité à faire une transposition. Ou est-ce que tu penses que ce serait similaire si on demandait à des enseignants titulaires de classe d'aller voir un spectacle, puis de faire le même processus que ceux qui ont participé à ton projet? Bien, en fait, j'ai fait ma thèse auprès d'enseignants titulaires du primaire. Fait que j'avais déjà une partie de réponses qui me provenaient de là. Puis là, j'avais envie de me pencher sur des spécialistes avec tout le bagage qu'ils ont en formation, mais aussi, effectivement, plusieurs ont une pratique artistique, de voir comment, finalement, les savoirs savants, comment ils sont capables de les décoder peut-être avec plus d'outils que des non-spécialistes, puis comment ils s'en servaient en salle de classe. Fait que là, c'était le choix que j'ai fait. Par contre, la chose dont je suis certaine, à cause de la thèse aussi, c'est que plus on voit des spectacles, plus on se sent à l'aise d'en parler, de rebondir sur des éléments qui sont issus de ceux-là, mais aussi de prendre à cœur notre rôle par rapport à l'accès aux arts et à la culture. Fait qu'assurément, le public, le public visé par des projets comme partenaires culturels, ce n'est pas les profs d'art, c'est tous les profs et particulièrement ceux qu'on trouve plus loin des arts et de la culture. Donc, mais c'est là que le plus grand défi se pose, c'est de réussir à les interpeller et qu'ils se sentent interpellés par ça. Merci beaucoup, Anne. Je suis obligée de couper dans ces belles explications-là parce qu'on doit passer à notre deuxième conférencière, mais je précise que si vous voulez en discuter en fin de rencontre, on peut rester pour quelques minutes de plus sans aucun problème pour poursuivre la discussion. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Je passerai donc à Irina, que j'invite à se préparer. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous la présenter. Si ça veut bien fonctionner. Je m'excuse. Et voilà. Donc, Irina est musicologue et sociologue. Elle est aussi professeure invitée à l'Université de Montréal où elle co-dirige le DESS en médiation de la musique. Elle a publié plusieurs ouvrages collectifs tels que Faire l'art, Analyser les processus de création artistique en 2014, Bourdieu et la musique en 2019. Elle a dirigé le premier numéro de revue scientifique consacré à la médiation de la musique et co-dirige le volume 11 de la revue Transposition, musique et sciences sociales consacrée aux socialisations musicales. Elle est co-chercheure au sein de l'étude partenariale sur la médiation de la musique et de l'Observatoire des médiations culturelles. Irina Kirchberg a cofondé l'OBNL, médiatrice et médiateur de la musique du Québec. Alors, Irina, je te laisse l'écran et la parole. Je réitère, parfait, avec le micro ouvert. Donc, je lance mon petit chronomètre et je vais essayer de faire tenir tout ça en 10 minutes. Je n'ai pas de PowerPoint à partager. Donc, voilà, je vais rendre ça vivant par mes mots. Donc, vous avez vu le titre de travaux qui ont été réalisés sur les conditions d'exercice du métier de médiateur culturel. Et on en sait peu sur le cas spécifique des médiateurs de la musique et moins encore sur les musiciens-interprètes qui se font médiateurs de la musique. Et cette lacune dans la production scientifique est d'autant plus déplorable que j'ai établi qu'au Québec, plus de la moitié des activités de médiation qui sont mises en place par les organismes de diffusion ou de production musicale à destination des publics éloignés ou à conquérir sont réalisées justement par des musiciens-interprètes eux-mêmes. Donc, à l'inverse de nombreux travaux qui vont évoquer la vocation, le don inné des médiateurs pour aller sur le terrain, cette recherche vise à faire apparaître tout le travail de soi qui est nécessaire pour que des musiciens-interprètes se fassent médiateurs de la musique. L'expérience d'animation qui est au cœur de cette étude, donc une expérience d'animation musicale en milieu de santé, se singularise des interventions musicales qu'on observe habituellement en ce que ce sont des apprentis interprètes, encore au stade préliminaire de leur formation d'instrumentiste, donc d'une moyenne d'âge de 19 ans, qui sont étudiants au Cégep de Saint-Laurent, qui sont les acteurs principaux de ces animations. Et donc, pour le dire avec Bernard Lahire, ce contexte nous permet d'observer les frottements entre le cursus diplômant traditionnel offert aux musiciens instrumentistes et un dispositif d'animation musicale inhabituel, donc en milieu de santé, et donc de se saisir des tensions, des crises révélatrices de décalage entre les dispositions personnelles et les dispositions requises par la situation scolaire ou la situation d'animation d'autre part.
Pour mener à bien ce travail, j'ai réalisé l'analyse de données tirées de plus de 40 lettres de candidature qui avaient été écrites par des étudiants du Cégep pour postuler sur cette bourse d'animation musicale en milieu de santé. J'ai réalisé une quinzaine d'entretiens de récits de vie avec les boursiers titulaires qui ont participé à ces activités et une année d'observation hebdomadaire des prestations des étudiants à l'hôpital. L'enquête m'a aussi permis d'observer 2 formations de 3 heures qui ont été données à la cohorte 2019, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, dans les prochaines minutes, je vais très sommairement exposer la part implicite des socialisations familiales et scolaires qui étaient favorables à l'investissement des instrumentistes dans cette activité d'animation. Dans un second temps, je montrerai comment le Cégep et la formation professionnalisante à la musique ont mis en sommeil leurs aptitudes à agir dans ce type de situation. Et le dernier développement fera apparaître la façon dont cette expérience inédite en milieu de santé travaille leurs compétences, les compétences que destinaient ces étudiants à postuler sur ce projet. Les entretiens de récit de vie montrent que ces jeunes partagent dès leurs premières années de pratique, donc quand ils commencent l'instrument, une croyance commune dans l'utilité sociale de la musique et, donc je cite, et à chaque fois que je ferai ce petit geste-là, c'est des extraits d'entretien, le grand enrichissement et le grand accomplissement que représente l'engagement pour l'accessibilité aux arts. Donc, ce projet supporte des ambitions qui ne sont pas nouvelles, qui s'inscrivent dans des représentations présentes depuis toujours chez les enquêtés sur le rôle des arts et de la musique dans la société. Cette propension à inscrire la musique dans des contextes dans lesquels elle n'est pas simplement destinée à la délectation, donc au concert, est augmentée par les choix éducatifs qui sont faits par leurs parents. Tous les enquêtés nous parlent des programmes spéciaux, de leur concentration musique, qui les ont amenés à jouer dans des maisons de répit, des résidences de personnes âgées, et plus de la moitié d'entre eux avaient, pendant leur cursus secondaire, déjà réalisé des prestations collectives en milieu de santé. Le climat familial dans lequel ils évoluent fait aussi d'elles et eux des candidats tout désignés pour ce type d'activité musicale. Plus de la moitié des parents de ces boursiers exercent finalement dans le domaine de l'enseignement de la santé ou du social, alors que dans la population québécoise en général, il n'y a que 21% des professionnels qui travaillent dans ce domaine-là. Et enfin, pour 16 d'entre eux, il y a une grande familiarité avec les troubles de la santé mentale. Donc, ils indiquent que des membres de leur famille ou certains de leurs amis sont proches, sont affectés de démence frontale, de troubles de la personnalité, de l'alimentation, de la schizophrénie, etc. Donc, il y a déjà une sensibilité à cette cause de la santé mentale. Alors, quel est l'effet du Cégep sur cette proposition à doter la musique d'une dimension éthique ? Je constate que le passage des étudiants par ces institutions de formation à la musique a circonscrit la diversité de leur expérience musicale à une succession de répétitions, de concerts, d'auditions qui vont opérer comme des pratiques écran pour les étudiants et qui vont imprimer leur marque sur les corps et sur les représentations sociales qu'ils développent à l'égard du métier de musicien. Donc, les étudiants mentionnent tous leur arrivée au Cégep comme un moment qui va concorder avec la promotion d'un travail musical qui est concentré sur des principes tournés vers l'excellence instrumentale, qui est acquise au prix de l'ascétisme et de l'opiniâtreté de la pratique. L'une d'entre elles indique la plupart de notre travail aux études, c'est de pratiquer des heures dans un petit cube fermé. Donc la recherche et l'incorporation de l'excellence, qui passe par la répétition acharnée des mêmes gestes, font dire à Antoine qu'il a l'impression de s'être transformé en comptable, mathématicien, machine de la musique. L'un d'entre eux m'indique aussi « Notre rôle dans l'orchestre, c'est de s'asseoir, de jouer et de se taire ». Donc, ce dressage des corps tourné vers l'excellence technique, c'est ça qui va nous intéresser tout à l'heure, et surtout ce mutisme du musicien qui est inculqué durant ce passage au Cégep. Cela fait même coïncider dans l'esprit des étudiants la pratique musicale avec un cadre compétitif, alors qu'à ce stade initial de leur formation professionnelle, ils incorporent le risque, l'inquiétude, le stress comme une composante indissociable de l'activité musicale. L'un d'entre eux dit « On est tellement tout le temps dans notre local, tout seul, en train de pratiquer ou en train de faire des concerts ou des concours, qu'on n'a jamais le temps de partager la musique comme ça devrait être. » Donc, on va voir le terrain favorable aux interventions musicales en milieu de santé qui était développé au primaire et au secondaire est complètement annihilé par le Cégep, pour le dire un peu vite. Donc, l'ensemble des étudiants signalent la différence entre leur appétence initiale et le challenge que constitue cette expérience à l'hôpital. Ils parlent des concours où c'est froid, d'expériences scolaires rythmées d'auditions qui bâtissent un genre de mur entre les musiciens et leur public, et opposent cela aux animations en milieu de santé intimes, privées, qui évoquent des ambiances de feu de camp.
Donc, les boursiers se trouvent confrontés à, et je cite, une situation qui n'est pas juste une expérience musicale. L'ensemble des étudiants s'accordent pour indiquer que ces situations d'animation les plongent dans des dispositifs qui sont inhabituels et qui appellent des savoir-faire singuliers. Conformément au projet qui est porté par la médiation, il faut savoir que l'agencement spatial de ces animations musicales lève les barrières physiques et symboliques qui ont lieu dans les concerts habituels. Donc, on observe, ils font leurs concerts dans des salles où il n'y a pas de scène, il n'y a pas de loge, on est assis en arc de cercle et on est très proche du public. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ce que cette socialisation à l'espace et par l'espace, le fait d'entrer dans l'hôpital, vient transformer chez les instrumentistes. Le fameux mutisme des musiciens, on s'assoit, on se tait et on joue, n'est plus possible. Et donc, on va se confronter aux prises de parole que les étudiants vont être obligés finalement de faire dans le milieu de santé, considérant la disposition des lits. Donc, on va voir comment les étudiants sont amenés à développer ce que j'ai appelé un schème d'action volubile. Voilà, je trouve la formule sympathique. Donc, les étudiants se trouvent saisis par cette possibilité d'échange qu'offre la salle, sans scène, sans loge, je le disais tout à l'heure. Et l'un d'entre eux me dit, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent en concert, interagir avec le public. Parfois, je n'avais pas le petit plus qu'il fallait pour avoir vraiment un échange avec le public. Donc, l'analyse des captations que j'ai réalisées durant les observations montre ce que me dit une autre enquêtée, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'ai réussi à développer de nouvelles façons d'échanger avec le public. Donc, au fur et à mesure des sessions, j'ai calculé le temps de parole, le temps de prise de parole de chacun, et on voit que le temps de parole augmente d'une expérience à une autre, d'une fois sur l'autre, et même de façon très ramassée, entre la première prestation qui est réalisée au rez-de-chaussée et le temps de monter des escaliers, la deuxième prestation qui est faite au premier étage. D'un seul coup, On voit que notre amie Irina a peut-être problème avec sa connexion. Elle nous en avait prévenu lors de son arrivée tout à l'heure dans notre rencontre. Est-ce que vous êtes à nouveau? Oui. J'ai mis mes données, mais ça ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas où vous m'avez perdu. Il y a peut-être 40 secondes. D'accord. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Parfait. Alors, donc, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, le temps de parole évolue. Je synthétise ce que je disais. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la répartition du temps de parole au sein d'une intervention musicale en elle-même. Donc, les étudiants vont prendre la parole systématiquement entre chaque pièce, plus on avance au cours de l'année. Donc, je vais bientôt conclure. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui est dit dans ces interventions. Les enquêtés, les étudiantes me disent, au début, on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait dire, et au fur et à mesure, on posait des questions. Est-ce que vous connaissez l'opéra? C'est quoi un opéra? Donc, c'est là que le sous-titre de la présentation prend tout son sens. Un des enquêtés me dit, enfin, on comprenait pourquoi on avait des cours d'analyse, de littérature musicale, d'histoire de la musique. Tout le bagage d'informations qu'on nous donne dans nos cours au cégep prenait enfin du sens. Donc, je conclus. La présentation fait apparaître les points de frottement entre les catégories qui sont véhiculées par l'institution préuniversitaire et ce qui se passe en situation de médiation. Ça montre comment, à l'issue de cette expérience qui est singulière, les étudiants sont tiraillés entre une conception de la pratique musicale professionnelle en termes de dressage des corps, être performant, et une réflexion sur le sens réel du travail musical. Et puis, ce qui me semble le plus important, que souvent, on voit des portraits de médiateurs qui disent moi, j'avais de l'entre-gens, c'est pour ça que je suis allée du côté de la médiation, de la musique. Ici, on montre bien que ce n'est pas une vocation, une compétence innée, qu'il y a un développement d'un savoir-faire de médiateur qui est très important pour comprendre le métier et pour défendre aussi cette profession médiateur de la musique qui a des compétences tout à fait singulières. Voilà, c'est avec ça que je conclurai rapidement. Désolée pour l'interruption de la présentation. Il n'y a pas de souci, on comprend ça, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Donc, merci beaucoup, Irina, pour cette présentation. Encore une fois, j'invite notre public à lever la main ou à écrire dans la zone de clavardage s'ils ont des questions ou des commentaires à faire. Je lance l'invitation d'ailleurs. Oui, donc Anne. Merci, Irina, c'est super intéressant. Puis je veux juste souligner à quel point c'est important de leur donner cette expérience-là, là, donc dans le cadre du cégep, qu'ils puissent y goûter un peu. Puis je me demande si tu observes avec les travaux que vous faites depuis les dernières années que les musiciens commencent à choisir le métier de médiateur
pas par dépit ou pour combler des heures, mais d'en faire un réel choix de carrière. Est-ce que tu commences à l'observer? Ah oui, 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 tout à fait. On travaille beaucoup avec des musiciens-interprètes, justement, pour comprendre comment ils arrivent à la médiation. Et effectivement, oui, c'est un choix de carrière. Les interprètes en viennent beaucoup à cette conclusion que finalement, la médiation les fait avancer dans leur démarche artistique. Et ça, c'est vraiment un point qu'on ne mettait pas du tout en avant auparavant. Souvent, la médiation, elle a été même promue dans les parcours de diplômants professionnalisants. On en faisait la promotion en disant bah, vous ne serez pas tous un grand interprète sur les scènes internationales. Mais en fait, c'était se tirer une balle dans le pied, c'était de dire bah, si vous n'êtes pas un bon interprète, allez faire de la médiation. C'est quand même assez terrible comme discours. Donc là, toutes les grandes institutions, les conservatoires nationaux supérieurs offrent la médiation dans leur parcours, justement comme une façon de renouveler sa pratique artistique, de repenser son statut. Donc c'est vraiment une belle évolution des derniers temps. Merci beaucoup. Aimée? Merci, Rina. Tu m'as ramenée au Cégep Saint-Laurent 15 ans passés quand je pratiquais toute seule dans un cubicule. J'étais là. Donc, mis à part ça, je veux savoir, est-ce que les musiciens, les milieux qui ont reçu les musiciens et les personnes qui en ont bénéficié faisaient bien la différence entre médiation musicale et médiation de la musique et musicothérapie dans un contexte hospitalier? Oui. Merci de cette très bonne question. Juste pour revenir sur le Cégep de Saint-Laurent, j'ai pu parler que 10 minutes, donc il y a tout un effort dans la formation qui est fait quand même par les en milieu de santé, c'est qu'ils ont bien réfléchi que s'asseoir et se taire dans l'orchestre, c'était peut-être pas la meilleure façon de former les musiciens. Donc là, j'ai été un peu vite dans les 10 minutes. Oui, justement, dans ce petit temps de formation qui est offert aux instrumentistes, donc c'est 6 heures, il y a une grande attention qui est portée au fait qu'on ne fait pas de l'intervention, il n'y a pas on n'est pas dans la musicothérapie, on n'est pas dans soigner ces personnes qui ont des troubles de la santé mentale. Donc, ce n'est pas une intervention médicale, c'est vraiment, ça s'appelle animation en milieu de santé. Et donc, tout de suite, la focale des musiciens-interprètes et tourner vers juste partager un bon moment et pas transformer la condition de ces patients. Donc, il y a une grande attention qui est portée à ça. Même si l'ambiguïté est toujours là, puisque la formatrice nous dit la musique a des effets puissants, elle revient à Platon et Aristote qui dit que la musique transforme par elle-même. On voit que même si le chemin est amorcé par le Cégep de Saint-Laurent, la réflexion n'a pas complètement maturé, puisque viens avec ton instrument et joue, ça sera miraculeux parfois. Dans la formation, il y a une petite disjonction entre ce qui est promu et la façon dont on y forme. Je ne sais pas si ma réponse était claire. Oui, c'est clair pour ce qui est des musiciens, mais je me pose encore la question pour ce qui est des milieux et des personnes qui ont reçu ce moment-là, en fait, ou qui ont participé. Oui, l'action est menée en partenariat avec les infirmiers de ce centre hospitalier-là. Donc, pour les infirmières, c'est très clair que c'est une prestation artistique qui est proposée. Pour les patients, je ne me suis pas du tout concentrée sur leur ressenti. Donc, peut-être qu'il y avait une ambiguïté, mais je ne suis pas capable de me prononcer là-dessus. Oui, Marie-Claude? Oui, ben merci encore, Irina. C'est toujours stimulant, intéressant à chaque fois de t'entendre voir comment vos recherches se développent. Alors là, moi, j'ai une petite question un petit peu chatouilleuse et un peu à la suite de ce que Aimée te demandait. Euh, quelle forme, dans le fond, prend la médiation en plus de la prestation, par rapport à la prestation musicale? Est-ce que, puisque tu nous parlais de médiation à la fin, est-ce que c'est la prise de parole durant le spectacle et ce qui est dit durant le spectacle? Ou est-ce que ça se situe en amont du spectacle ou après le spectacle? J'ai du mal à voir quelle est la part de... Est-ce que maintenant, du côté de la médiation de la musique, vous nommez médiation tout ce qui entoure strictement le fait de jouer devant un public? Alors, mais c'est une question qu'on pourrait... c'est une petite question chatouilleuse, dans le fond, en quelques secondes que j'avais envie de t'envoyer sur le sujet. Oui, merci. Je pense que le micro
Irina, la connexion est vraiment plus que chatouilleuse de cette fois-là, l'empêche carrément d'intervenir. Peut-être on retient la question, puis Irina, quand tu retrouves la parole, tu pourras répondre peut-être en fin de rencontre. Camille, je te passe la parole. Absolument, ou répondre en commentaire si jamais, mais bien, on va passer à notre dernière conférencière pendant ce temps-là. Je partage à nouveau mon écran. Parfait. Alors, Nicole, si tu veux bien te préparer à présenter, pendant ce temps-là, je vous la présente. Encore une fois, oui, je sais, mais le PowerPoint aussi est chatouillé aujourd'hui, et voilà. Donc, voilà. Nicole Nolette est titulaire de la chaire de recherche du Canada en études des minorités et professeure adjointe au département d'études françaises à l'Université de Waterloo. Depuis 2018, elle est présidente de la Société québécoise d'études théâtrales et depuis 2021, co-directrice de la revue savante Theatre Research in Canada, recherche théâtrale au Canada. Elle mène présentement des recherches subventionnées sur la culture matérielle de la traduction théâtrale et sur l'utilisation des outils numériques dans les théâtres francophones au Canada. Alors, Nicole, je te laisse la parole et l'écran. Donc, on arrive déjà à la fin de l'événement. Comme je l'ai dit tantôt, si quelques-uns sont disponibles pour rester pour discuter encore, il n'y a aucun problème. La rencontre Zoom, va être ouverte. Mais je dois conclure et je dois aussi vous remercier. Donc, Anne, Irina et Nicole pour cette présentation. Je remercie aussi notre public qui était présent aujourd'hui, mais aussi ceux qui vont regarder la présentation sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Je rappelle que toutes les informations relatives à cette rencontre sont disponibles sur notre site web au lrpc.ca. Et avant de conclure, je voudrais vous parler d'un événement qui arrive bientôt au sein du laboratoire. Donc, il y a une table ronde qui va être présentée le 29 mars prochain de 13h à 15h. En format hybride, la table ronde Continuité et discontinuité de la recherche publique, le cas des pratiques culturelles au Québec. C'est un événement qui est co-organisé avec la chaire Fernand Dumont sur la culture, le laboratoire évidemment, Execo et aussi avec la collaboration du CRISIS et du CRIC. Donc, toutes les informations sont disponibles sur notre site web. Je pourrais mettre le lien dans le chat au besoin, mais on vous invite à participer à cette table ronde-là. Au besoin. Marie-Claude, je ne sais pas si tu as quelques mots pour conclure. Un grand merci, un grand bravo à toutes. Merci pour votre présence et longue vie à la rediffusion de la rencontre d'aujourd'hui. Merci, au plaisir. Merci tout le monde. Un petit mot, je veux dire que c'était très intéressant. Et puis en plus de voir que les perspectives sur la médiation sont aussi riches, aussi multiples et que dans chaque cas, il y a des éléments particuliers qui ressortent. C'est vraiment agréable pour les chercheurs, je pense. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Merci, bon après-midi. Merci. Irina, je ne sais pas si tu veux, tu as 2 minutes pour nous expliquer. si ça vous intéresse toujours, mais... Avec grand plaisir. Si tu as 2-3 minutes, là, je vais pas... parfait. Je voulais prendre personne en otage. J'ouvrais la possibilité d'y répondre, mais... oui, alors, c'est vrai que ça allait un petit peu vite. Avant l'activité de médiation, comme il n'y a pas de loge, avant l'activité d'animation, pardon, comme il n'y a pas de loge, les étudiants arrivent, discutent avec les personnes qui vont assister à l'activité, etc. Donc, il y a déjà une prise de contact, un échange qui n'existerait pas dans un concert traditionnel. Ils montent leur instrument, ils expliquent comment fonctionne leur instrument parce qu'ils sont avec les gens dans la salle quand ils s'installent. Pendant l'activité, il y a une grande attention, au fur et à mesure des séances, pas la première fois, à la participation, à la fois en posant des questions, mais aussi en offrant l'occasion de chanter, de taper le rythme, éventuellement de danser. Il varie le répertoire pour faire en sorte que les personnes qui sont présentes puissent vraiment contribuer à la prestation. Puis après l'activité, ils rangent leur instrument, donc ils sont encore là au moment où les publics se lèvent, enfin les patients, les personnes qui sont là, les participants se lèvent, et donc il y a une discussion qui s'entame de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment pas un concert comme on pourrait le penser habituellement, il y a vraiment une notion de médiation parce qu'il y a participation et échange avec les publics. À mon sens, c'est là que se fait la médiation. Puis la question plus générale, c'était c'est quoi la médiation de la musique pour vous à l'EPMM maintenant? Donc, on a une conception qui se veut rassembleuse. On a un colloque qu'on organise en octobre et l'idée, c'est d'aller
de ce qui serait de l'ordre de la vulgarisation scientifique. Donc, dès qu'on prend en compte que le rapport à l'œuvre a besoin d'être discuté. Donc, voilà, tout ce qui est fait depuis des années, notes de programme, conférences pré-concerts, discussions de bord de scène, etc. Jusqu'à l'intervention sociale par la musique. Donc, on utilise la musique comme levier d'intervention en faisant de la co-création, en permettant, par exemple, ce que fait l'Opéra de Montréal, aux personnes en situation d'itinérance d'écrire et d'interpréter un opéra pour le représenter sur scène. Donc pour nous, en ce moment, l'idée, c'est d'avoir ce grand spectre, d'être accueillant pour ce grand spectre, quitte à par la suite à réduire. Mais c'est une façon de fédérer un petit peu les forces autour de cette notion de il faut aller vers les publics en général. C'est ça l'idée en ce moment. Puis ce que j'entends, c'est que ça se concentre surtout autour du spectacle, lors du spectacle, juste en amont quelques minutes avant ou oui. Après. Oui. Pour ces animations musicales, pour ce cas-là d'études du cégep, oui, c'est autour du spectacle. Mais notre conception de la médiation, elle est plus vaste que centrée simplement sur un spectacle. Je vois. OK. Merci beaucoup. Merci pour la question. Le colloque, ça va être intéressant de nous le faire connaître aussi. Oui, on n'a pas encore le programme, mais... Totalement. Je ferai circuler l'information. Oui, mais un grand merci, Rina. Merci à vous.